Binge Audio, c'est donc toi? Salut, c'est Maëlle Diallo. Vous avez déjà entendu parler de validisme? Cette oppression systémique qui vise les personnes en situation de handicap. Eh bien, du validisme, il y en a partout. Au travail, dans les transports en commun, dans la sphère privée, mais aussi dans nos lois. Par exemple, l'allocation adulte handicapé, l'AAH, qu'on verse aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler ou en complément de leurs revenus, cette allocation, elle est conjugalisée. Ça veut dire qu'elle est calculée à la fois sur les revenus de la personne bénéficiaire, mais aussi sur ceux de son conjoint ou sa conjointe. Le problème, c'est que cette AAH, elle n'est plus versée à partir d'une certaine limite de revenus. Très concrètement, ça veut dire que la personne perd son AAH du moment que le revenu de son couple dépasse 2 280 € par mois. C'est peu, vous trouvez pas? Cette conjugalisation, ça veut dire moins d'autonomie, mais aussi une réticence à se pacser ou se marier pour les personnes en situation de handicap. Du coup, les associations, des citoyens, citoyennes et quelques personnalités politiques appellent à la déconjugalisation de l'AAH. Grâce notamment à une pétition signée par plus de 100 000 personnes, le Sénat a adopté une proposition de loi qui allait dans le bon sens. Malheureusement, début juin 2021, l'Assemblée nationale a supprimé de cette proposition de loi la mesure de déconjugalisation de l'AAH et avec elle, la pétition citoyenne qui aurait pu permettre de faire avancer les choses. Mais le combat est toujours en cours et on a voulu s'y intéresser. Bienvenue dans Programme B. Pour parler de l'importance de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, j'ai rencontré Carole Salaire. Elle est conseillère nationale emploi-ressources de l'association APF France Handicap et j'ai commencé par lui demander ce que c'était en fait, l'AAH. Alors l'allocation adulte handicapé, c'est une allocation qui est versée à des personnes en situation de handicap à partir d'une évaluation de leur situation de handicap qui est faite par la Maison départementale des personnes handicapées et qui est considérée un peu comme un minimum social spécifique pour elles puisqu'on considère que, elles ont fait tout un parcours qui n'a pas pu leur permettre d'avoir des revenus issus de leur travail et donc c'est une allocation un peu de subsistance, ce qu'on appelle un minimum social, mais qui est vraiment spécifique pour les personnes qui ont une situation de handicap. Alors aujourd'hui, pour les bénéficiaires de l'AAH qui ont un conjoint, les revenus de leur conjoint sont pris en compte parce que pour calculer si on a droit à l'AAH, on prend à la fois les ressources propres de la personne, selon d'ailleurs une base qui est assez complexe, mais en gros qui est un peu ce qui est déclaré à l'administration fiscale en gros. Et en plus, on va prendre en compte les revenus du conjoint et au-delà d'un certain plafond de revenus comprenant les revenus de la personne et celui de son conjoint, la personne n'aura pas forcément son AAH. Donc c'est ça qui est d'ailleurs la règle pour tous les minima sociaux, qui est d'ailleurs encore plus large, par exemple pour le RSA, où là on a carrément les revenus de tout le foyer, y compris les enfants, etc. Donc pour l'AAH, en gros, on prend les revenus de la personne et de son conjoint. Et si ça dépasse un certain plafond, l'AAH est diminuée d'autant, voire supprimée. D'où notre demande de déconjugaliser, c'est-à-dire de ne prendre que les revenus propres de la personne, du bénéficiaire de l'AAH. Si la personne avait par exemple une pension d'invalidité, c'est-à-dire si elle s'était créé des droits avec un revenu de remplacement parce qu'elle ne peut pas travailler, on ne prendrait pas en compte les revenus de son conjoint. On prendrait en compte ses revenus, on lui verserait en fonction de ce qu'elle a d'avoir cotisé, plus ses droits liés à son travail. Donc là, uniquement parce qu'on est dans une logique de minimum social, on considère qu'en gros, la solidarité familiale doit prévaloir sur la solidarité nationale, en gros ce qui est payé par la collectivité, par l'impôt, par l'État, par nous, en fait, par les contribuables, mais ça pénalise la personne dans son projet de vie, finalement, à la fois dans le fait que déjà étant en situation de handicap, elle a une forme parfois de vulnérabilité, voire de dépendance, et que ça la maintient encore plus dans cette situation de dépendance vis-à-vis d'un conjoint, avec tout ce que ça peut engendrer, et donc ça l'empêche de vivre son propre projet de vie, d'être indépendante, de dépendre d'abord de ses propres ressources et de se construire déjà dans une limite qui est quand même assez importante puisqu'elle est tributaire d'une allocation. Donc là, en plus, elle doit aussi être tributaire de son conjoint avec tout ce qu'on sait sur des gens qui finalement ne peuvent pas se mettre en couple ou même doivent cacher leur vie de couple, voire vivre des situations de dépendance, voire pour certaines d'ailleurs plutôt de maltraitance. Donc voilà, c'est un peu toute cette logique qui est très ancrée et on le sait bien, ça a même été redit lors du débat parlementaire là, sur la proposition de loi qui est en train d'être examinée par la ministre, sur cette logique un peu historique du minimum social. C'est un minimum social, donc c'est la
solidarité familiale qui prévaut, eh bien, elle est peut-être à interroger quand même aujourd'hui. Le débat nous semble assez mûr pour le remettre en question. On a des remontées de témoignages de gens, donc soit d'adhérents ou de personnes qui sont accompagnées par notre réseau, qui peuvent nous dire en effet que soit ils ne vivent pas en couple, soit ils le font un peu de manière, non pas dissimulée, mais chacun en essayant de rester dans un lieu de vie différent. Donc voilà, déjà construire une vie de couple, c'est compliqué, pour toute personne et peut-être aussi encore plus quand on est en situation de handicap. Mais là, voilà, pour construire une vie de couple, on sait que voilà, nous en tout cas, on n'a pas une remontée, je dirais, exhaustive, statistique, mais plutôt des témoignages assez forts qui ont un peu mis en avant cette problématique. Et le paradoxe d'ailleurs qu'on peut constater, c'est que un bénéficiaire de l'AAH qui vit chez ses parents, par contre là, les revenus des parents ne sont pas pris en compte, donc ce qui est une bonne chose. Mais c'est un peu étonnant, c'est-à-dire que on reste à l'âge adulte chez ses parents, ce qui peut s'expliquer aussi, c'est pas pour porter un jugement, donc là, les revenus ne sont pas pris en considération. Par contre, on se met en couple et là, donc voilà, c'est aussi un peu étonnant en termes aussi de parcours de vie d'une personne, d'un adulte. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se mettre en couple non plus, ou que voilà. Mais il y a quand même aussi cette aspiration qui est légitime de à la fois vouloir vivre une vie personnelle, affective et aussi d'être indépendant, de ne pas, d'autant plus quand on est parfois en situation d'une certaine vulnérabilité, d'une certaine fragilité aussi créée parfois, pas toujours, mais parfois par la situation de handicap, et donc là, renforcée par le fait de dépendre de son conjoint, ça n'est pas acceptable. Personne ne voudrait vivre ce type de situation de dépendance. Qu'est-ce que ce combat dit du traitement des personnes en situation de handicap en France ? Alors, ce combat, c'est un peu paradoxal, je dirais. D'un côté, il montre aussi que voilà, les personnes en situation de handicap qui sont bénéficiaires de l'AAH ne sont pas pleinement reconnues dans leur pleine autonomie et dans leur choix de vie, et aussi dans le fait qu'elles doivent avoir un revenu digne et individualisé. Donc voilà, peut-être aussi ça questionne aussi cette approche-là, mais qui est aussi l'héritage peut-être aussi historique, plus toute la construction des minima sociaux. Mais d'un autre côté, on peut dire que cela dit aussi que les personnes en situation de handicap, et il y a quand même aussi des gens qui se mobilisent, et que ça montre quand même aussi une évolution, je pense, là. Et comme je le disais tout à l'heure, y compris le fait que l'idée qu'il y ait un revenu individualisé qui permette de vivre dignement soit actée. Beaucoup de personnes, finalement, se sont un peu emparées de cette revendication. Ça ne reste pas que l'apanage de quelques militants associatifs engagés dans le champ du handicap. Donc je pense que voilà, il y a une évolution quand même malgré tout culturelle, même s'il y a une approche un peu socio-historique qui reste assez ancrée s'agissant de ce qu'on appelle les minima sociaux, dont l'allocation adulte handicapé. Alors, ce que dit le gouvernement, c'est voilà, on est dans un minimum social, comme les autres minima sociaux, tels le RSA ou autres. Il faut être sur une logique de solidarité familiale qui prévaut. Mais le vrai argument, si vous voulez, c'est un argument budgétaire. En fait, il faut être clair là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, l'État, il y a eu, ce qui n'est pas non plus à nier, une augmentation assez conséquente à la fois du montant de l'AAH, qui a été revalorisé, ce qui est une très bonne chose. Et aussi, il y a eu une augmentation du nombre de bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Du coup, l'État se retrouve dans un peu une équation financière de aujourd'hui qui finance, est-ce que la solidarité nationale peut financer? Et nous, la réponse pour nous est oui, mais lui semble mettre plus de réserve sur l'idée que il y a une dépense à contenir, et du coup, si en plus on individualise, il y aura une dépense supplémentaire avec un financement à trouver pour des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas toucher l'AAH parce qu'ils sont en couple et que les revenus du conjoint sont au-delà du plafond prévu. Pour nous, c'est vraiment un faux débat, c'est-à-dire que c'est pas on est vraiment dans une politique qui doit promouvoir la dignité des personnes, c'est ça qui doit prévaloir, et le coût, bien entendu, doit aussi être garanti par la solidarité nationale. Pour nous, il n'y a pas à opposer des mécanismes budgétaires et de solidarité nationale. Donc c'est ça qui, à mon avis, est aujourd'hui le principal frein du côté du gouvernement. En plus, si vous voulez, pour nous, la difficulté, c'est que dans tout le débat qu'il y a eu, on n'a pas vraiment de chiffrage sérieux qui a été fait. Évidemment, pour nous,
nous, les associations, c'est très dur de faire ce chiffrage, parce que faut bien voir aussi toute la mécanique de construction, de voilà combien il y a d'allocataires qui sont en couple et voilà les incidences que ça pourrait avoir. En plus, il faut quand même dire que ça concerne pas tant de gens que ça, puisque beaucoup d'allocataires de l'AAH sont plutôt des gens qui sont seuls. Sur les plus d'1 million, il y en a à peine 250 000 qui sont apparemment en couple. Mais voilà, donc en tout cas, tout ce chiffrage déjà reste un peu à construire en termes d'impact réel. Et la ministre l'avait annoncé, ça n'a pas vraiment été fait. Ça a été un peu tenté par le rapporteur de la proposition de loi au Sénat, le sénateur Mouillet, qui a tenté quand même lui de faire ce chiffrage avec les services de l'État. Mais bon, ça certainement à affiner. Et en plus, je pense que d'après ce que lui disait, on est quand même bien loin du coût un peu qui est avancé par la ministre. Lui, il serait plutôt sur un chiffrage d'environ 560 millions d'euros créés par cette individualisation de l'AAH. Pour nous, c'est tout à fait soutenable pour les finances publiques. C'est juste un choix de politique publique, de privilégier, et d'ailleurs comme pour tous les bénéficiaires, je dirais, des minima sociaux, de permettre aux gens qui ne peuvent pas travailler de vivre dignement. Donc c'est ça l'objectif, de vivre dignement avec des ressources qui leur sont propres et de garantir cette dignité pour les allocataires de l'AAH en particulier, parce qu'en plus, on sait bien que la situation de handicap pénalise fortement leur trajectoire de vie et en particulier leur accès à l'emploi. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, bien entendu, de promouvoir l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap et des bénéficiaires de l'AAH, mais on sait très bien que pour partie, un certain nombre de bénéficiaires de l'AAH travaillent de manière très résiduelle, voire ne peuvent pas travailler. Donc comment on garantit le droit de vivre dignement à des personnes qui ne peuvent pas travailler ou qui travaillent de manière très résiduelle? C'est quand même ça la question qui est posée derrière tout le débat actuel. Et comment ça a démarré tout ça ? Le combat a démarré depuis assez longtemps, en fait, puisque je dirais, alors moi, j'étais pas forcément là, mais dès les années 2000, il y a eu des campagnes, en particulier à la fin des années 2000, sur la question des ressources des personnes en situation de handicap. Et nous, on avait mené une campagne qui s'appelait Ni pauvre, ni soumis, qui a demandé la création d'un revenu d'existence spécifique pour les personnes en situation de handicap, et donc qui déjà demandait de l'individualisation de l'AAH. Il y a eu aussi, là, plus récemment, je dirais 2016, puis en 2019, tout un débat sur les minima sociaux, avec une concertation pour créer un revenu universel d'activité, où là, de nouveau, le statut d'allocation adulte handicapé a été aussi interrogé. Est-ce qu'il fallait la fusionner dans ce revenu universel? Donc, de nouveau, nous, on a reporté le fait que non seulement on ne voulait pas la fusionner, mais qu'en plus, il fallait faire évoluer cette allocation adulte handicapé, l'individualiser, et puis d'autres propositions. Et puis là, je dirais, la proposition a repris de la vigueur, puisqu'il y a eu une première proposition de loi sur la déconjugalisation de l'AAH qui avait été déposée par la députée Marie-Georges Buffet il y a 3 ans, je crois, qui a de nouveau été un peu retranscrite en 2020 par une autre députée, donc Madame Dubié, pour proposer cette individualisation. Donc les parlementaires aussi se sont progressivement emparés du sujet en parallèle des associations et des mouvements citoyens. Et ce qui est quand même intéressant là pour le dernier mouvement, donc je dirais que c'est un peu un mouvement de longue haleine qui est porté par les grandes associations dans le champ du handicap depuis plusieurs années, plusieurs décennies même pour certaines, mais qui a reçu là une espèce d'acuité à nouveau avec ces propositions de loi. Et surtout, je dirais l'élément important l'an passé, cette pétition qui a été déposée au Sénat, cette pétition citoyenne. Donc là, c'est pas une association, donc ça je tiens à le souligner aussi, c'est plutôt là une personne, alors même ce qui était plutôt en lien avec des réseaux associatifs, mais quand même qui elle-même a créé ce mouvement citoyen, et là qui a donné vraiment un élan, je dirais, ça m'a beaucoup frappé, c'est que l'élan, il va bien au-delà des réseaux captifs habituels, c'est-à-dire des associations comme APF France Handicap, ou les militants un peu dans le champ du handicap. C'est qu'avec cette pétition, donc qui a recueilli quand même plus de 100 000 signatures, ce qui est quand même, je pense, assez rare pour une pétition, il y a eu ensuite des relais dans les médias, même un peu mainstream, un grand public, et des influenceurs aussi qui s'en sont emparés. Alors beaucoup, moi je pense par Radio France, par exemple, Nicole Ferroni, qui ont un peu donné une visibilité à un sujet qui reste quand
quand même assez technique aussi, certains ne comprennent pas très bien, mais en tout cas, voilà, elle lui a vraiment donné cette dimension sociétale, et d'autres même, j'ai vu... parfois la presse féminine ou féministe, voilà, il y a eu là, et pour nous c'était intéressant aussi cette coalition d'acteurs, c'est-à-dire pour nous ne pas rester que dans le champ du handicap, mais montrer en quoi, à travers ce débat, cette revendication, c'était toute la société qui avait à y gagner, et donc de faire des coalitions, donc avec voilà, des mouvements citoyens, des associations féministes. Nous, par exemple, là, on est aussi mobilisés avec l'association ACT UP voilà, Paris, donc plutôt voilà, les associations qui défendent les droits des personnes malades VIH. Je trouve que là, ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'il y a une portée citoyenne et médiatique qui va au-delà de nous, ce qu'on a pu porter historiquement, donc qui lui a donné finalement une visibilité et du coup une certaine acuité politique. Maintenant, reste à savoir si ça sera suffisant pour que la proposition de loi qui doit être discutée dès cette semaine à l'Assemblée soit adoptée. C'est moins sûr parce que le gouvernement, qui a une majorité parlementaire à l'Assemblée, qu'il n'avait pas au Sénat, et on sait bien que c'est toujours l'Assemblée qui a le dernier mot, vient d'introduire un amendement qu'on a découvert hier, qui ne va pas du tout dans le sens de ce qu'on souhaite. Donc, c'est peu probable que l'individualisation de l'âge soit votée, même si nous, on souhaite quand même maintenir la pression là, d'ici le 17 juin. En tout cas, ce qu'on peut quand même dire, c'est que de toute façon, je dirais, ce travail qui a été fait, il est engrangé maintenant, et tôt ou tard, je pense que ça débouchera. Si c'est pas le 17 juin, ce sera la prochaine mandature. Je pense que politiquement, et on l'a bien vu, là on voit que le spectre politique de soutien à l'individualisation de l'âge s'est considérablement élargi. Ça va de la droite républicaine au centre, à la gauche et aux écologistes. Donc, je dirais qu'à part la majorité parlementaire, l'ensemble du spectre politique est favorable, et on voit bien que les gens comprennent bien maintenant que l'allocation adulte handicapé, si c'est un minimum social, c'est un minimum social spécifique, et qu'il faut reconnaître ces spécificités. On ne peut pas, je dirais que même historiquement, tel que ça avait été construit, ça n'aurait pas forcément été une logique de minimum social qui aurait dû prévaloir. Donc, il y a vraiment besoin de reconnaître que l'allocation adulte handicapé, c'est d'abord un revenu d'existence qui doit être individualisé pour les personnes en situation de handicap ou atteintes d'une maladie invalidante. Et ça, je pense que dans la société et au niveau du personnel politique, c'est une idée qui a fait son chemin. Donc, je pense que ça sera forcément adopté, soit le 17 juin, ce qu'on peut espérer, parce que là, ça serait vraiment... ça permettrait de couronner quand même une forte mobilisation associative et citoyenne. Et si c'est pas le cas, ça sera repris dans le cadre de la prochaine campagne présidentielle dès l'année prochaine. Et je pense que dans la prochaine législature, ça sera de nouveau à l'agenda, à mon avis, avec un débouché à un horizon assez proche. Enfin, je le souhaite. Même si ce n'est pas gagné pour l'instant, le combat pour la déconjugalisation de l'AAH continue. Ce n'est même que la partie émergée de l'iceberg des discriminations envers les personnes en situation de handicap. Leur premier défi, c'est d'arriver à se faire entendre. Donc relayer leurs paroles, c'est déjà s'engager. Alors pensez-y. Merci à Carole Salaire pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter si vous voulez nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.